Bonjour, 1, 2, bonjour. Je vais commencer en vous disant que je suis très honoré et très flatté d'avoir été invité à présenter mes romans dans ce colloque sur l'éco-poétique. Et je vais commencer par un aveu. Jusqu'à ce que Bénédicte m'invite à ce colloque, je ne savais pas ce que c'était que l'éco-poétique, j'avais jamais entendu le mot. Donc je suis arrivé ici en me demandant un peu qu'est-ce qui allait se passer, de quoi vous alliez parler. Parce qu'en fait l'écriture c'est mon second métier et donc je ne suis pas du tout formé en littérature, donc je suis un vrai autodidacte. Et ce qui est vraiment formidable, c'est que je vais rentrer chez moi là en me sentant vachement moins seul dans mon envie d'écrire et de réenchanter le monde, pour reprendre l'expression titre de ce colloque. So first of all, I'd like to say it's a great honor to be here and to have been invited by Benedict for this conference in eco-poetics. And also I would like to make a confession, is that until Benedict asked me, I had no idea what eco-poetics was. The second thing I'd like to say is that I'm not a professional writer, and it's not my main activity. I'm mostly a movie director, and I am a self-taught writer in many ways. So it's a great honor to exchange here with academics specialized in literary studies. And I will feel far less lonely when I go back home on Sunday. And it's also, once again, a great opportunity for me to be here today to re-enchant the world with you. Donc je suis réalisateur de métier et scénariste, et donc je me suis mis à l'écriture de romans plutôt sur le tard. En fait j'avais essayé avant mais j'avais jamais réussi à aller jusqu'au bout, c'était un tunnel trop long pour moi, et j'ai finalement réussi aux alentours de la quarantaine. Et ça fait suite à une prise de conscience écologique globale et à quelques voyages que j'ai pu effectuer qui ont provoqué une vraie forme d'illumination sur ce que j'avais envie de raconter fondamentalement dans ma vie. En fait, je suis né au Canada, j'ai vécu 10 années dans une forêt. Pendant toute ma jeunesse, je passais 2 mois l'été sur des voiliers, donc j'étais au contact des océans. Et j'ai passé une longue période à la fin de mes études en Égypte, et plus particulièrement au Sinaï. Et j'ai toujours eu cette sensation d'avoir une connexion forte avec la nature, quelque chose qui venait vraiment de l'intérieur, qui était très émouvant, au vrai sens du mot émouvant. Et j'ai senti donc à un moment de ma vie qu'il fallait que j'en fasse quelque chose. Et assez curieusement, malgré mon activité principale, ça a pris la forme de roman et pas la forme de film, même si ça pourrait venir, et j'espère que ça viendra. So as I said, I'm primarily a film director and a screenwriter, not meaning that I didn't try my hands at writing novels. I actually undertook a few failed attempts. It came to fruition in my early 40s. However, I've always had a strong ecological awareness mingled with a few epiphanies that occurred on long journeys across the world, and especially on sailboats when I was a child. I grew up in Canada, but most of my summer was spent on sailing the seven seas, and on sailboats I had these moments of strong ecological awareness. To this we must add long stays at the end of my studies in Egypt and in the Sinai area, which reinforced this strong feeling of connection with nature I've always had. And it was clear to me from the onset that I had to do something with it or from this connection, and curiously it came out as written fiction and not as films. Si je devais résumer les thématiques qui m'intéressent à travers ces romans, ce qui m'intéresse, c'est le rapport entre l'homme et la nature d'une manière générale, et plus particulièrement le rapport entre l'homme seul et la nature. Donc mes personnages principaux sont, en tout cas dans les 3 romans que j'ai écrits, des personnages plus ou moins seuls face à la nature. En fait, je crois que ça vient du fait que je suis persuadé que la résolution du désastre écologique qui se profile devant nous passe par une révolution culturelle, et que cette révolution culturelle passe par une reconnexion avec la nature, et que cette reconnexion avec la nature opère plus rapidement lorsqu'on la vit seule, en fait.
Of all the themes that I've explored, one of the most important ones is the connection between man and nature. And when I say man, I mean man in the individual sense, man alone in nature or faced with nature or perhaps even against nature. And this is more or less what happens in my 3 books. And what I fight for, I believe, is a cultural revolution that will lead us to change our relationship towards nature, but it has to come from the individual level. Donc, Terre lointaine, c'est mon premier roman. Je vais faire un espèce de pitch, comme on dit chez les scénaristes. C'est l'histoire d'un homme qui reprend connaissance un soir d'orage dans une forêt. Il a perdu la mémoire, il n'a aucune idée de ce qu'il fait là, et il va tenter de rejoindre la civilisation. Et petit à petit, au contact de la nature, il va retrouver son identité, comprendre où il se trouve et ce qui l'a amené là. Ce roman est vraiment construit, comme le disait Bénédicte, comme un thriller, c'est-à-dire qu'il plonge le lecteur dans un mystère qui ne trouvera son explication que dans les derniers chapitres. Il invite le lecteur à suivre et parfois à précéder le personnage principal dans ses questionnements, ses errances et ses réponses. C'est pourquoi j'évite habituellement d'en parler trop pour rien révéler du mystère qui sous-tend la narration, mais je vais faire une exception aujourd'hui. So my first novel, Terre lointaine, which we could translate into English as Distant Earth, to put it in a nutshell, is the story of a man who starts actually with a man waking up alone in a forest and being completely ignorant of the reasons why he's here. As the novel unfolds, he's completely amnesiac. And as the novel unfolds, as he goes through the forest, he will gradually understand what has happened to not only to himself but to the rest of the world. This novel has the form of a quest. It's a mystery novel, which I'm usually not too keen on presenting to audiences, but I will make an exception today. Donc, ceux qui ne veulent pas être spoilés, vous mettez les mains sur les oreilles. Parce que maintenant, voilà. Ouais, je vais spoiler quand même, juste. Donc, en fait, le Terre lointaine vient à la fois d'une question qui m'a hanté et d'une idée fondatrice en guise de réponse. La question qui m'a hanté en écrivant ce roman, c'est: si notre civilisation s'arrêtait demain, combien de temps la Terre mettrait-elle à effacer les traces de son existence? Et l'idée fondatrice qui y répond en partie, c'est que ça n'est pas du tout notre planète qui est en danger, mais notre existence en tant qu'être humain sur cette planète. Voilà, c'est les 2 grandes directions que propose le roman. So sorry for the spoiler, but the novel rests on a haunting question and a founding idea. Now the haunting question is the following: if civilization were to disappear, how long would it take for Earth to erase all traces of civilization from its surface? And the founding idea the founding idea that answers this question is that our planet is not in danger itself, but what is endangered is our existence on this planet. Le second roman, donc Comme un albatros, raconte l'histoire d'un jeune marin néophyte qui, suite à un concours de circonstances favorables, participe à sa première course autour du monde à la voile en solitaire, sans escale et sans assistance. Je ne citerai pas le Vendée Globe Challenge, mais c'est le Vendée Globe Challenge. Et ce roman se présente comme le carnet de bord intime de ce jeune marin durant son périple. Comme un albatros, c'est un hommage direct et assumé à Bernard Moitessier, qui est un marin et un philosophe français des années 60, qui était un pionnier en matière de voile et un altermondialiste avant l'heure. Et l'impulsion originelle qui m'a donné envie d'écrire ce roman, ce sont des photos prises par Jean-Louis Etienne à la fin des années 90 sur l'atoll de Clipperton, qui est un atoll, un des endroits, une des terres les plus éloignées de la civilisation sur notre petite planète, et qui montrait des cadavres d'albatros en décomposition et surtout le contenu de leur estomac. Voilà. Vous googlez ça et vous allez tomber directement sur ces photos qui ont vraiment maintenant fait le tour du monde.
Et parmi ce qu'on pouvait voir à l'intérieur de ces estomacs en décomposition, il y avait des briques de Lego, des capuchons de stylo bic, des briquets, des piles électriques et tout un cocktail de micro-éléments dévastateurs. Et j'ai été vraiment bouleversé par ces photos. Et c'est la base de cette envie de roman. J'ai eu donc envie, à travers ce tour du monde, de témoigner de manière poétique et militante en même temps de l'état désastreux des océans et du drame qu'il va immanquablement engendrer pour nous à court terme ou à moyen terme. Je voulais aussi raconter l'histoire d'un jeune homme qui va voir sa vision du monde bouleversée par sa rencontre avec ces océans et avec la solitude. Et à titre plus personnel, j'ai pu faire le tour du monde virtuel que je ne ferai jamais en tant que marin. Donc voilà, j'ai fait mon tour du monde. My second novel, Like an Albatross, is the story of an inexperienced young sailor embarked on a solitary race across the globe. It is written in the form of a travel log. This novel is an explicit tribute to Bernard Moitessier, who was a famous sailor and philosopher, as well as an anti-capitalist activist of the 1960s. The book was also inspired by a series of famous or infamous photographs taken by Jean-Louis Etienne on the Clipperton, the island of Clipperton, which shows corpses of albatross and who have been poisoned by eating debris such as Lego bricks or pen caps or a mess of other poisonous particles and elements. So very much this book is a poetic and committed testimony to the disastrous state of the seas, which is one of the most serious ecological threats at the moment, and even in the short term it could affect us. And on a more personal level, it was also my sailing trip around the globe, which I finally could undertake virtually. Il est où ? Voilà, et à la fin de l'année sortira mon troisième roman qui s'appelle donc Old Forest. C'est un thriller fantastique qui se déroule dans un parc national fictif nord-américain en hiver, c'est-à-dire lorsque le parc est fermé au public et que la ville se recroqueville sur elle-même. Et j'ai construit dans cette arène une mythologie autour du mystère des forêts originelles. Et à travers cette histoire, j'essaye d'aborder le thème des risques de l'accession à l'immortalité pour l'humanité. Voilà, ça sortira en fin d'année. And my latest novel is actually a forthcoming one to be published at the end of the year. Is entitled Old Forest, and it will have the shape of a supernatural thriller novel that is set in a fictitious national park in the US, and it's all happening in the midst of winter, when the park is entirely desolate. This is also for me, and beside the mere plot, is also for me a way to explore the issue of the risk that men run by craving for immortality. So it's coming out at the end of the year. Merci. Voilà. Lecture. Et donc je vais vous lire quelques extraits de Terre lointaine que Bénédicte traduira en anglais par la suite. Ulysse se remit donc en marche en direction des montagnes. Il repartait avec une sensation désagréable car il ne pouvait plus se mentir à lui-même. Si la civilisation des fourmis avait pu atteindre un tel degré de développement, il avait dû passer beaucoup plus de temps dans la capsule qu'il n'avait osé l'envisager jusque-là. Pour la première fois, il pensa au pire. Et si les hommes avaient disparu de la surface de la planète ? Cette pensée lui avait déjà traversé l'esprit, mais plus souvent dans des moments de découragement qu'au terme d'une véritable réflexion. Durant son sommeil artificiel, l'humanité avait pu s'éteindre en douceur, longtemps après son départ, ou bien connaître une fin plus rapide. Quelle que soit la vérité, il ne pouvait plus exclure l'hypothèse qu'il soit le dernier représentant d'une espèce disparue. Ulysse avait peur de sa propre réaction si cette hypothèse devait se confirmer. Suis-je le dernier des hommes ? Aurais-je la force de continuer ? Depuis le début, seule son envie de retrouver son monde le poussait à avancer. S'il s'avérait qu'il n'existait plus, son existence devenait inutile. Dans ce cas,
Ulysse n'aurait plus aucune raison de se battre. L'homme n'était pas fait pour vivre seul. Je ne suis pas fait pour vivre seul. Il ne se sentait pas assez fort pour vivre avec la certitude de finir ses jours seul. Depuis peu, cette perspective devenait de plus en plus probable. Au cours de son histoire, la Terre avait vu plusieurs fois des espèces dominantes disparaître dans des extinctions plus ou moins globales. Les hommes avaient pu connaître le même sort que les dinosaures. La plupart des scientifiques de son époque défendaient l'idée que la Terre connaissait une 6e extinction de masse due à l'expansion de l'activité humaine. Le développement incontrôlé de la civilisation humaine entraînait la disparition de nombreuses espèces à un rythme bien plus élevé que pour les précédentes périodes d'extinction. Les micro-organismes, le plancton, les végétaux, les oiseaux migrateurs et même les mammifères, rien n'y échappait. Aucun scientifique ne pouvait prédire l'ampleur de ce phénomène, mais la plupart d'entre eux ne doutaient plus du risque pour la vie en général. Depuis son réveil dans la forêt, de nombreux indices indiquaient qu'une profonde mutation de l'écosystème avait eu lieu. L'absence d'oiseaux de jour, la pauvreté de la faune en général, et la faible présence de mammifères en particulier, l'intensité des rayons du soleil et la violence des tempêtes prouvaient que des changements majeurs avaient eu lieu. S'il reconnaissait la plupart des êtres vivants qu'il croisait, la plupart d'entre eux avaient quelque chose de différent. Ulysse avait commencé par penser qu'il s'agissait d'espèces rares dont il ignorait l'existence, mais dans ce nouveau contexte, il s'agissait peut-être de nouvelles races issues de l'évolution. La perspective d'avoir dormi suffisamment longtemps pour que de nouvelles espèces apparaissent l'effrayait, mais d'autres constatations plus rassurantes rétablissaient l'équilibre et lui évitaient de devenir trop pessimiste. Certaines espèces étaient les mêmes qu'à son époque et la flore ressemblait globalement à celle dont il se souvenait. La faune aquatique lui paraissait, elle aussi, assez proche de celle de son époque. Les poissons, qu'ils soient d'eau douce ou qu'ils vivent dans la mer, ne semblaient pas avoir été victimes d'une catastrophe globale qui aurait bouleversé l'environnement. Il y a peut-être encore de l'espoir. So this is chapter 12. It's called Encounter, and this is not my translation. Pierre-Yves has a fan in Canada who has translated the whole book, and so I got the translation. Ulysses resumed his march in the direction of the mountains. He left with an unpleasant feeling because he could not fool himself anymore. He must have spent much more time in the cockpit than he had dared envision if the civilization of ants truly had reached such a degree of development. For the first time, he thought of the worst. And what if mankind had disappeared from the surface of the planet? This thought had already crossed his mind, but especially more often in moments of discouragement than in terms of an empowering reflection. During his artificial sleep, humanity could have disappeared quietly long after his departure, or instead could have suffered a sudden extinction. Whatever the truth, he could not exclude anymore the hypothesis that he was the last representative of a disappearing species. Ulysses was afraid of his own reaction if this hypothesis turned out to be true. If I were the last one of mankind, would I have the motivation to continue? Since the beginning, only the urge to find his world motivated him to keep on moving. In the case that mankind did not exist anymore, his own existence would be rendered useless. Ulysses would have no more reason to fight. Man was not able to live alone. I am not ready to live alone. He did not feel strong enough to survive with the certainty of dying alone. Recently, this prospect became more and more likely. During its history, the Earth had several times seen dominant species disappear because of global extinctions, more or less. Mankind could have known a fate similar to the dinosaurs. Most of the scientists of this time defended the idea that the Earth would experience a sixth mass extinction due to the expansion of human activity. The uncontrolled development of human civilization entailed the disappearance of numerous species with a rhythm much quicker than in previous periods of extinction. Microorganisms, plankton, vegetables, migratory birds, and mammals, none escaped such an outcome. No scientist could predict the extent of this phenomenon, but most of them no longer doubted the global risk for life's prospects. Since his recovery, numerous indications indicated that a profound alteration of the ecosystem had taken place. The absence of daybirds, the poverty of the fauna in general, and the weak presence of mammals in particular, the intensity of the sun's beams, and the violence of storms proved that major changes had taken place. In addition, he acknowledged that most animals he encountered had something different in their characteristics. At first, Ulysses thought that they belonged to a rare species whose existence he had ignored, but in this new context,
They might be new races stemming from evolution. The prospect of having slept long enough so that new species appeared him, although they were tempered by other more reassuring observations that suggested an ecological balance might have been restored, which helped him avoid becoming too pessimistic. Certain species were the same as in his time, and the flora looked like what he had remembered prior to the accident. The aquatic fauna also appeared to resemble what he remembered. Both freshwater and ocean fishes did not appear to have been victims of a global disaster that had upset the environment. Maybe there is still hope. Il y a peut-être encore de l'espoir. Cet espoir restait limité car il savait que les végétaux faisaient partie des espèces résistantes de l'écosystème et que la mer renfermait un foisonnement de formes de vie suffisamment intense pour favoriser la survie de ses habitants. Ce lieu propice à l'apparition de nouvelles espèces avait permis à la vie de continuer à se développer, même dans les périodes extrêmes qu'avait connues la planète. Les points communs et les différences entre l'environnement actuel et celui de son époque s'équilibraient, le privant donc de conclusions définitives. Le cas de l'humanité lui paraissait différent. Il n'avait aucune difficulté à imaginer ce qu'avait pu provoquer la fin de la civilisation des hommes. De nombreuses épées de Damoclès pendaient dans le ciel des hommes et l'une d'entre elles avait pu finir par se décrocher. Les causes susceptibles d'avoir abouti à la fin du monde se répartissaient pour lui en deux catégories. Si les excès des hommes pouvaient avoir été à l'origine de leur propre disparition, certaines catastrophes naturelles pouvaient aussi en avoir été la cause. La quantité et la variété de ces menaces naturelles condamnaient inexorablement l'humanité à plus ou moins longue échéance. Une météorite de quelques kilomètres de diamètre avait suffi à plonger la planète dans un hiver fatal aux dinosaures. Une autre de ces météorites géantes pouvait tomber à tout instant sur la planète. Les statistiques ne laissaient aucun espoir à long terme. Tôt ou tard, une nouvelle collision aurait lieu. La probabilité de les voir s'écraser sur Terre et d'enclencher une extinction massive était proportionnelle à la taille des météorites. Les gros sont moins probables, mais plus destructeurs. Son environnement ne lui paraissait pas avoir souffert suffisamment pour rendre cette théorie crédible. En revanche, une période glaciaire particulièrement froide pouvait avoir eu un rôle catastrophique pour certaines espèces, dont l'homme. L'apparition d'un virus foudroyant, combiné avec la multiplication des déplacements entre les différents continents, pouvait avoir créé une épidémie capable de décimer l'espèce humaine en un temps record. L'intensité du soleil avait pu varier de manière insignifiante au regard de sa puissance, mais suffisante pour faire disparaître une partie de la vie sur Terre. Les menaces naturelles étaient à la fois nombreuses et peu probables. La véracité d'une de ces différentes hypothèses dépendait essentiellement du temps qu'il avait passé dans sa capsule. La probabilité qu'une catastrophe naturelle ait eu lieu augmentait avec la durée de son sommeil. Maybe there is still hope. This hope remained partial because he knew that vegetables belonged to species resistant to the ecosystem and that the sea contained an intense enough profusion of life forms to favor the survival of its inhabitants. This place had been convenient to the appearance of new species and had allowed life to develop, even despite the most extreme periods the planet might have known. Common points and differences between the current environment and that of his time neutralized each other and deprived him of any ultimate conclusion. Mankind's case appeared different. He had no difficulty about guessing the end of his civilization. Numerous swords of Damocles hung in the sky of mankind, and any one of them was capable of happening. The possible causes divided in two categories. For example, the excesses of mankind could have been at the origin of their own disappearance, or certain natural disasters might also have been the cause. The quantity and the variety of these natural threats condemned inexorably humanity in the long run, more or less. The fall of a meteorite of hardly more than a few miles in diameter had been enough to plunge the planet into a fatal winter during the time of dinosaurs. Another of these giant meteorites could crash into the planet at any time. The statistics signal no long-term hope. Sooner or later, a new collision would occur. The probability of a meteorite crash on Earth was proportional to the size of the meteorite. The due consequence would have initiated a chain reaction, a massive extinction. The big are less likely, but more destructive. His environment did not seem to have suffered enough to make this theory credible. On the other hand, a particularly cold glacial period could have had a catastrophic role for certain species, including man. The appearance of a deadly virus combined with the traveling of people between continents could have created an epidemic capable of decimating the human race in an extremely short time frame. The intensity of the sun could have varied insignificantly in its power, but sufficiently problematic
problematically, to excise life from the planet. The natural threats were simultaneously numerous and unlikely as well. The veracity of one of these various hypotheses depended essentially upon the time that he had spent in the cockpit. The likelihood that a major natural disaster took place increased relative to the duration of his cryogenically induced sleep. Ces scénarios n'avaient rien de rassurant, et Ulysse savait que cette liste des périls restait très incomplète. Pourtant, le risque majeur d'extinction de son monde venait d'ailleurs. L'incapacité des sociétés modernes à adapter leur mode de vie aux ressources naturelles de la planète avait fini par placer l'humanité sur une pente glissante dont nul ne savait où elle l'amènerait. Les émanations de substances qui mettaient en péril le fragile équilibre global de l'écosystème avaient pu entraîner un dérèglement climatique majeur auquel personne n'était sûr d'échapper, pas même les plus riches. La multiplication des catastrophes naturelles durant le XXIe siècle avait montré la fragilité des nations les plus riches de la planète. Les raz-de-marée, les cyclones, les sécheresses, les pandémies s'étaient multipliées dans des proportions considérables, faisant des centaines de milliers de morts autour de la planète. Les dérèglements des courants marins régulateurs du climat, la hausse brutale des températures, la variation du niveau des océans, l'agrandissement du trou dans la couche d'ozone, la saturation définitive de l'atmosphère en gaz carbonique. Si les répercussions de ces différents phénomènes à l'échelle de la planète restaient mal connues, ils pouvaient tous avoir fini par entraîner des mutations spectaculaires de l'écosystème de la Terre, et peut-être sa disparition. Les rares souvenirs de la situation écologique qui lui revenaient lui faisaient craindre le pire. Pourtant, si toutes ces catastrophes potentielles pouvaient expliquer la fin du monde des hommes, aucune d'entre elles n'expliquait la disparition de toute trace de leur civilisation, si elle a vraiment disparu. Ulysse continuait à se battre contre ces théories pessimistes. Cette longue période d'errance ne lui permettait plus un optimisme béat, mais rien ne prouvait que l'humanité avait totalement disparu de la surface de la planète. Il savait juste qu'il traversait une partie du monde désertée par les hommes et que de telles régions n'existaient plus à son époque, mais cette conclusion ne concernait pas forcément la planète entière. Sa théorie du parc naturel à l'échelle d'un continent restait envisageable. Le monde est vaste, d'autres zones sont sans doute toujours habitées. La taille immense de cette région sauvage le troublait. New York, Pékin, Berlin, Le Caire, combien de temps de telles villes mettraient-elles pour disparaître totalement de la surface de la planète ? Ulysse n'avait aucun élément de réponse, mais son intuition lui disait que contrairement aux apparences, le délai n'était peut-être pas si important. Sans doute moins de temps qu'on le pense. These scenarios were not reassuring, and Ulysses knew that this list of dangers remained very incomplete. Nevertheless, the major risk of extinction of its world came from elsewhere. Modern societies did not adjust to the availability and accessibility of natural resources of the planet. Therefore, they placed humans on a slippery slope of an unknown fate. The emanations of noxious substances also put in danger the fragile global balance of the ecosystem. They might have pulled a major climactic disorder that nobody would surely be able to escape, not even the richest. The multiplication of natural disasters during the 20th century even had shown the fragility of the richest nations of the planet. Floods, cyclones, drought, pandemics had multiplied in considerable proportions, causing hundreds of thousands of deaths in short, intense cycles around the planet. The disorders of the marine currents regulating the climate, the general increase of temperatures, the variations in ocean levels, the increase of the hole in the ozone layer, the definitive saturation of the atmosphere in carbon dioxide, etc. The specific repercussions of these various phenomena on the scale of the planet remained poorly known, but they could all have eventually imposed spectacular alterations in the Earth's ecosystem, and maybe its disappearance. The rare recollections of the ecological situation which he remembered made him afraid of the worst. Nevertheless, if all these potential disasters could explain the end of the world of mankind, none of them conclusively explained the disappearance of any trace of their civilization, if it really had disappeared. Ulysses continued to fight against these pessimistic theories. This long period of wandering did not impart any further blissful sense of optimism, but also nothing proved that humanity totally had disappeared from the face of the planet. He just knew that he crossed a continent abandoned by mankind and that such regions did not exist anymore in his time. But this conclusion did not apply necessarily to the whole planet. His theory of a natural reserve on the scale of an entire continent remained possible. The world is vast. Maybe other regions are still inhabited. The immense size of this wild region disturbed him. New York, Beijing, Berlin, Cairo
How long would it take such cities to disappear entirely from the face of the earth? Ulysses had no clue to an answer, but his intuition suggested that, contrary to appearances, maybe the period had not been that long, less time than one could think of. Ulysse n'avait pas le choix. S'il voulait avancer dans sa réflexion, il devait continuer à croire en ses chances de retrouver des traces de son monde. En attendant, il n'avait pas d'autre solution que de vivre au mieux avec sa solitude. Cette réflexion sur les fins possibles de l'humanité l'avait plongé dans une profonde nostalgie. Il eut une pensée pour les nombreuses voix qui s'étaient élevées durant le XXIe siècle pour tirer le signal d'alarme. De nombreux écologistes de son époque s'inquiétaient du sort de la planète, avant tout pour prévenir l'humanité des risques qu'elle courait à se développer sans se préoccuper de ses relations avec son environnement. Quelques voix avaient commencé à suggérer qu'il était trop tard, qu'un mécanisme fatal à la vie sur Terre s'était enclenché sans aucun espoir de retour en arrière. La plupart d'entre elles fondaient leur raisonnement sur le principe que la disparition de l'homme serait une perte pour la richesse de la vie. Personne n'osait explorer l'hypothèse que la planète puisse avoir intérêt à se débarrasser de cet être envahissant si elle voulait continuer à préserver les autres espèces et à permettre l'apparition de nouvelles formes de vie. Les hommes représentaient une menace qui mettait en danger la survie de l'ensemble des êtres. Gaïa. Ce nom avait ressurgi de nulle part. Dès qu'il traversa son esprit, Ulysse sentit que cette idée philosophique comptait beaucoup pour lui. La Terre est un être vivant. L'homme en faisait partie, mais rien ne le plaçait au-dessus des autres espèces. Il n'avait aucune légitimité à mettre l'écosystème en danger. Si Gaïa avait dû se débarrasser de lui pour assurer sa survie, elle avait eu raison de le faire. Ce raisonnement, une fois de plus, était nombriliste, car il plaçait encore l'homme au centre des préoccupations de Gaïa. Mais son impact sur l'environnement était devenu si fort qu'il ne voyait pas comment il aurait pu en être autrement. L'avenir de la planète et celui de l'humanité se rejoignaient pour le pire ou pour le meilleur. Si le dessein de Gaïa consistait à lutter pour le développement de la vie en général, elle devait faire disparaître tout ce qui la mettait en danger. Pour sauver la planète, débarrassons-nous des hommes. Peu d'écologistes de son époque avaient eu le courage de tenir ce discours radical. La nature l'avait peut-être fait froidement au nom de sa propre survie. Le concept pouvait paraître effrayant, mais la sentence était sans doute méritée. L'humanité méritait-elle de survivre ? Chaque fois qu'il repensait à son ancien monde, cette question revenait et le plongeait dans une profonde perplexité. Au fond de lui, il estimait que l'humanité ne méritait pas de survivre, mais il détestait l'idée qu'il puisse avoir de telles pensées. Qui suis-je pour la juger ? Qui suis-je pour penser que l'humanité ne méritait pas de survivre ? Quel monstre sommeille en moi ? Ulysses had no choice. If he wanted to move on, he had to continue to believe in his chances, to find traces of his world. In the meantime, he had no other solution than to live as best as he could and manage with his solitude. This reflection on the finality of human existence had plunged him into a profound homesickness. He'd thought about the numerous voices which had arisen during the 21st century to sound the alarm. Numerous ecologists of his time worried publicly about the planet's fate if humankind persisted in ignoring the needs of the environment. Some voices had begun to suggest that it was too late, that a fatal mechanism in life on Earth had engaged without any hope of coming back. Most of them based their reasoning on the principle that the disappearance of man would be a loss for the richness of life. Nobody dared investigate the hypothesis that the planet should rid itself of this intrusive sort. By doing so, the planet could carry on to protect other species and permit the appearance of new forms of life. Mankind represented a threat which put in danger the survival of all living beings. Gaia. This name had reappeared out of nowhere. As soon as it crossed his mind, Ulysses sensed that he prized this particular philosophy. Earth is a living being. Man was a part of it, but nothing gave him dominion over the other species. He had no legitimate right to put the ecosystem in jeopardy. And if Gaia had to get rid of it to assure its survival, that was right. This reasoning remained once again egoistic because it still placed man at the center of concerns of Gaia, but also its impact upon the environment had become so strong that it did not account how he would have been able to be there otherwise. The future of the planet and that of humanity joined, for better or worse. If the intention of Gaia comprised fighting for the development of life in general, it had to remove all that jeopardized it. To save the planet, let's get rid of mankind. Few ecologists of his time had had the courage to uphold such a radical thought. Maybe nature had done it coolly, but in the name of its own survival. The concept might seem terrible,
but the judgment undoubtedly was deserved. Does humanity deserve to survive? Every time he thought again about his former world, this question returned and plunged him into a profoundly perplexed mood. In his heart, he considered that humanity did not deserve to survive, but he hated the idea that he could entertain such thoughts. Who am I to judge? Who am I to think that humanity did not deserve to survive? What monster slumbers inside me? Petit à petit, les sommets prenaient de l'altitude. Les premières neiges éternelles ne tardèrent pas à apparaître au fond des vallées, puis les premiers glaciers. À chaque nouvelle jonction, Ulysse hésitait. L'absence de repères géographiques rendait ses choix de direction hasardeux. Il essayait simplement de garder une orientation nord-sud grâce au soleil, mais les méandres des vallées ruinaient souvent ses espoirs de suivre une trajectoire directe. Comme il le craignait, il fut contraint à plusieurs reprises de rebrousser chemin. Heureusement, ses conditions de vie se révélèrent plus simples que prévu. La chaleur ne devenait plus insupportable en milieu de journée, ce qui lui permettait de marcher du matin au soir à l'ombre. Les rivières lui fournissaient toute l'eau dont il avait besoin et il trouvait aisément de la nourriture variée. La montagne se révélait un cadre privilégié qui facilitait son quotidien. The summits kept rising higher as he proceeded. Soon the first eternal snows appeared at the top of valleys and then the first glaciers. Ulysses hesitated at every new junction. The absence of geographic marks suggested that any choice in direction might prove risky. He tried simply to keep his north-south orientation thanks to the sun, but the meandering valleys prevented him from following a direct trajectory. As he made numerous direction errors or mistakes, he was forced to turn back repeatedly. Fortunately, his conditions of life were simpler than what he had foreseen. The heat did not become unbearable anymore in the middle of the day, which allowed him to walk from morning until nightfall. Rivers supplied him all the water which he needed, and he found a diverse supply of food rather easily. The mountain showed itself to be a privileged environment which facilitated his everyday life. Petit à petit, la température baissa. Au fur et à mesure qu'il prenait de l'altitude, la végétation se faisait moins dense. Seuls quelques arbustes de petite taille et certaines fleurs d'altitude survivaient encore au milieu des rochers. Ulysse estimait avoir atteint une altitude d'environ 2000 mètres. S'il voyait juste, certains sommets autour de lui dépassaient les 4000 mètres. Les falaises vertigineuses et les cimes lointaines dessinaient un paysage majestueux, en particulier un des sommets dont la forme caractéristique est la couleur blanche tranchée sur le bleu du ciel. Ulysse eut l'impression de le reconnaître, mais il n'avait aucune certitude. Il espérait juste que son sommeil n'avait pas duré suffisamment longtemps pour que certaines chaînes de montagnes aient eu le temps de disparaître ou d'apparaître. Ulysse pressa le pas. La position du soleil dans le ciel indiquait que l'après-midi n'allait plus tarder à s'achever. S'il voulait passer le col avant la fin de la journée, il n'avait plus de temps à perdre. Au fur et à mesure qu'il se rapprochait de la falaise, elle lui semblait plus haute. Elle se dressait au bout de la vallée, comme une véritable barrière qui ne lui semblait plus aussi facile à franchir. Il envisagea de faire demi-tour, mais il décida de faire confiance à son instinct et d'aller jusqu'au pied de la falaise avant de rebrousser chemin. La paroi se révéla plus haute que prévu, mais elle restait plus accessible que les autres cols visités jusque-là. S'il voulait avancer, il allait devoir tôt ou tard prendre des risques. L'ascension fut plus facile qu'il ne le pensait. La falaise se révéla peu pentue, ce qui lui permit de grimper dans de bonnes conditions sans jamais avoir à faire des gestes trop risqués. De nombreuses terrasses naturelles lui permirent de faire des pauses à intervalles réguliers et de progresser dans un état de fraîcheur physique satisfaisant. Lorsqu'il atteignit enfin le sommet, Ulysse découvrit la vallée suivante. Le paysage lui apparut tout de suite très différent. Alors qu'il venait d'une fond de vallée aride et rocailleuse, cette nouvelle vallée apparaissait plus accueillante. La falaise dominait un haut plateau qui s'étendait à perte de vue entre des montagnes aux pentes douces. De hautes herbes, des fleurs et des petits arbustes formaient un tapis de végétation luxuriante, seulement troublé par quelques rochers clairs. De nombreux cours d'eau serpentaient et dessinaient par endroits des petites taches bleu clair. Le plateau semblait se terminer par un dévers raide qui dominait un autre plateau en contrebas. Plusieurs vallées annexes s'éloignaient de part et d'autre de cet immense plateau central en direction de sommets enneigés. Ulysse resta un long moment à contempler le paysage avant de se décider à descendre. Un autre monde. Temperatures continued to fall gradually. As he moved higher, the vegetation became less dense. Only some small-sized shrubs and some high enough flowers still survived in the middle of the cliffs.
Ulysses estimated that he had reached a height of about 18,000 feet. If he guessed correctly, certain summits around him exceeded 16,000 feet. The vertiginous cliffs and the distant tops drew a majestic landscape. In particular, one of the summits showed a memorable characteristic shape, and its white color was detached from the piercing blue of the sky. Ulysses thought he recognized this particular promontory, but he was uncertain. He just hoped that his long sleep had not lasted enough time so that certain familiar chains of mountains might have disappeared or that new ranges had appeared. Ulysses hurried along. The position of the sun in the sky indicated that the afternoon was soon ending. If he wanted to cross the saddle of mountains before the end of the day, he did not have any time to waste. As he neared the cliff wall, it appeared even higher, suggesting a real barrier that would be even more difficult to cross. He intended to turn back, but he decided to rely on his instinct and to go up to the bottom of the cliff before turning back. The wall proved to be higher than foreseen, but it remained more approachable than the other saddle which he had visited so far. Sooner or later, he was going to have to take risks to make progress. The ascent was easier than he thought. The cliff showed only a little slope, which allowed him to climb in good circumstances without ever having to make too many risky movements. Sorry about that. Numerous natural terraces allowed him to take breaks at regular intervals and to progress in a state of satisfying physical fitness. When he finally reached the summit, Ulysses discovered the other valley, which showed a different landscape. As he came from a rocky and dry valley floor, this new valley seemed more welcoming. The cliff dominated a high plateau which extended as far as the eye could see between the mountains and flat slopes. High weeds, flowers, and small shrubs formed a luxuriant carpet of vegetation, only broken by some clear cliffs. Numerous streams wound their way on the plateau and formed small spots of light blue. The plateau seemed to end in a stiff slope and dominated another plateau below. Several smaller valleys spread out on both sides from this immense central plateau in the direction of snow-covered summits. Ulysses stayed a long moment contemplating the landscape before deciding to come down. Another world. Un peu plus tard, Ulysse arriva à une première jonction. Sur sa droite, une vallée s'éloignait en pente douce vers les sommets enneigés. Un torrent descendait d'un glacier dont il apercevait à peine les premiers reliefs. Sur le plateau, de nombreux ruisseaux le rejoignaient pour former un cours d'eau plus puissant. Ulysse décida de continuer à avancer dans la plaine. Il atteignit le rebord qu'il avait aperçu depuis le col. Contrairement à ce qu'il prévoyait, il ne donnait pas sur un fond de vallée, mais sur un autre plateau encore plus vaste, situé quelques centaines de mètres plus bas. Ulysse n'eut aucune difficulté pour descendre le long du torrent, que la pente rendait de plus en plus rapide. Cette nouvelle plaine qui se révélait semblait encore plus luxuriante que la précédente. Lorsqu'il l'atteignit, Ulysse découvrit de gros poissons qui nageaient entre les rochers. Son problème d'approvisionnement était résolu. Il posa son sac, vérifia la pointe de sa lance et se plaça en position d'attente au-dessus de l'eau. Alors qu'il se concentrait sur ses futures proies, son attention fut attirée par une présence de l'autre côté du torrent. Un curieux animal le regardait fixement. Ulysse fut immédiatement intrigué par son allure. L'animal ressemblait à une grosse marmotte dressée sur ses pattes arrière. Il mesurait une 50aine de centimètres et devrait peser au moins une dizaine de kilos. La taille de son crâne paraissait démesurée par rapport au reste de son corps. Ulysse l'observa sans bouger. La dignité avec laquelle il se tenait debout lui fit penser aux suricates, ces petits fouineurs des plaines australiennes habitués à se tenir debout sur leurs pattes arrière. Si son aspect physique avait quelque chose de surprenant, son regard l'était encore davantage. L'animal qui se tenait immobile en face de lui, juste de l'autre côté du torrent, ne semblait nullement effrayé par sa présence. A little later, he arrived at a junction. On his right-hand side, a valley moved away with a moderately steep slope toward distant summits covered with snow. A torrent fell from a glacier which he could barely see in the distance. On the plateau, numerous brooks joined to form a more powerful stream. Ulysses decided to continue advancing in the plain. He reached the edge from where he saw the mountain saddle. Contrary to what he had anticipated, it did not lead to the bottom of a valley, but onto another even vaster plateau situated some hundreds of feet below. Ulysses saw no difficulty in coming down along the torrent, which seemed to move along even faster because
because of its uneven layering. This new plain turned out even more luxuriant than the previous one. When he reached it, Ulysses discovered large fish which swam between the cliffs. His food supply problem was resolved. He put down his bag, verified the point of his lance, and took a waiting stance over the water. As he concentrated on his prey, his attention was drawn by a presence on the other side of the torrent. A strange animal was staring at him. Ulysses was immediately intrigued by his appearance. The animal resembled a big marmot standing on its rear paws. It measured about 50 inches long and weighed at least 30 pounds. The size of the skull seemed disproportionate to the rest of its body. Ulysses observed it without moving. The dignity with which he was standing up reminded him of small meerkat indigenous to South Africa, which used to stand up on their rear paws. If its physical aspect showed surprising traits, its glance was even more so. The animal, which remained steady in front of him just on the other side of the torrent, appeared, by no means frightened by his presence. Voilà, on va s'arrêter là. Je vais juste dire un petit mot d'accompagnement, on va dire ça. En fait, on a choisi cet extrait avec Bénédicte parce qu'il est assez symbolique, après c'est représentatif du roman, qui est à la fois un voyage extérieur à travers le parcours qu'Ulysse va faire sur cette terre qu'il ne reconnaît pas totalement, et sur son parcours intérieur et toutes les questions qu'il se pose pour essayer de comprendre ce qui lui est arrivé, l'endroit où il est. Et cet extrait était très représentatif de ces deux aspects du roman. Afterwards to this reading, I'd like to say that Benedict and I chose this passage because it seemed quite representative of what the novel seeks to achieve. That is to say, combination of an outer journey as the main character progresses through this unknown land, and an inner journey. Going out is going in, I suppose. That's what we saw.